La possibilité de découvrir de la vie ailleurs dans l'univers reste un sujet passionnant. Depuis la révolution copernicienne au XVIe siècle, en passant par la découverte de la première exoplanète en 1995 ou le récent lancement du télescope spatial James Webb, la quête de vie ailleurs dans l'univers n'a cessé de susciter un intérêt croissant. Pour en parler, j'accueille 3 invités, une chercheuse et 2 chercheurs des universités de Zurich, Namur et Liège, qui vont nous partager leurs connaissances, leurs réflexions, leurs regards complémentaires pour échanger ensemble sur cette thématique et en décrypter les enjeux. Je suis Julie Louis du service de communication de l'Université de Liège. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Réflexion. En 1995, Didier Queloz et Michel Mayor, alors chercheurs à l'Observatoire de Genève, font la découverte d'une planète située en dehors de notre système solaire. Une planète qui orbite autour de l'étoile 51 Pégasi. Située à une distance d'environ 51 années-lumière de notre Soleil, cette planète baptisée 51 Pégasi b fut la première exoplanète découverte. Depuis, plus de 5000 exoplanètes ont été découvertes, dont le désormais célèbre système TRAPPIST-1, grâce aux télescopes terrestres et spatiaux déployés par des organismes tels que la NASA, l'ESA ou d'autres institutions internationales actives dans le domaine du spatial. Des technologies toujours plus poussées et développées, à la pointe qui tentent encore et toujours de répondre à cette question fondamentale, sommes-nous seuls dans l'univers ? Pour aborder ce sujet, j'accueille 3 scientifiques. Didier Queloz, vous êtes astrophysicien et professeur à l'ETH Zurich et à l'université de Cambridge. Vous êtes avec votre collègue Michel Mayor à l'origine de la découverte de la première exoplanète, 51 Pégasi b, une découverte qui vous a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique en 2019. Vous avez également mis sur pied la Fondation des Origines, un nouveau centre de recherche et d'enseignement dont l'objectif est d'explorer l'origine et la prévalence de la vie sur Terre et au-delà. Anne-Sophie Libert, vous êtes mathématicienne, directrice de l'Institut de recherche NAXIS de l'Université de Namur. Vos recherches portent sur la dynamique des planètes et la formation et l'évolution des systèmes extrasolaires avec une ouverture à l'exobiologie. Michaël Gillan, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche du FNRS et directeur du laboratoire exotique de l'Université de Liège. Vos recherches se concentrent sur la détection et l'étude approfondie de planètes qui se situent en dehors de notre système solaire. Et vous et votre équipe êtes d'ailleurs à l'origine de la découverte du système TRAPPIST-1, révélé lors d'une conférence de presse internationale de la NASA en 2017. Didier Queloz, revenons au commencement et à l'origine de votre découverte. Pourriez-vous nous dire ce que sont les exoplanètes et surtout à quel moment nous avons pu supposer leur existence ? Alors, une exoplanète, c'est quand on a une planète qui est en orbite autour d'une étoile, mais une étoile qui n'est pas notre Soleil. Donc, toutes les étoiles sont des soleils, et ces planètes, elles sont probablement assez similaires aux planètes de notre système solaire, mais elles sont simplement autour d'autres étoiles. Maintenant, à quel moment on a pu les supposer ? Alors, c'est une idée très ancienne. L'idée qu'il puisse y avoir des planètes dans l'univers, on les retrouve déjà chez les Grecs. Évidemment, c'est un concept, c'est une idée, ça fait partie de l'imagination de comment était l'univers. Par contre, pour réaliser qu'il y avait effectivement des planètes autour des étoiles, il a fallu attendre justement les découvertes plus récentes. Donc les gens les avaient imaginées, mais les imaginer, c'est une chose, c'est pas quelque part les trouver. Et la possibilité que finalement les planètes soient rares a été évoquée également dans le passé. Donc la découverte des planètes permet justement maintenant de clarifier la situation. S'il y a quelque chose qu'on a appris au cours de ces 30 dernières années, c'est qu'il y a des planètes quasiment autour de toutes les étoiles. Quelles sont en fait les étapes qui ont mené à la découverte de 51 Pégasi b ? L'histoire de la première planète est une histoire assez intéressante parce que les gens s'étaient attelés au problème de comment trouver une planète depuis assez fort longtemps. Et la difficulté, c'est qu'une planète n'émet pas vraiment de lumière à part sa température propre ou alors la réflexion comme la Lune, reflète la lumière du Soleil. Donc en fait, elle n'est pas très brillante et elle est à côté de quelque chose qui est vraiment un monstre de brillance qu'est le Soleil. Donc en gros, si vous mettez un télescope, même si vous essayez de résoudre votre planète, de la voir, en fait, vous êtes complètement aveuglé par le Soleil. Donc on ne peut pas vraiment les détecter directement. Pas encore, il y a des astuces probablement qui vont se mettre en place au fur et à mesure à l'avenir. On en a quelques-unes qui ont été détectées, mais c'est des cas très très rares. Donc il faut en fait les détecter de manière indirecte, donc sans les voir. Comment on fait ? C'est quand on a une planète qui est en orbite autour de son Soleil,
en fait, elle fait bouger un tout petit peu son Soleil. C'est un effet lié aux lois de Newton, au centre de gravité qui n'est pas exactement au centre de l'étoile, est un tout petit peu décalé. Donc, si vous êtes capable de mesurer ce mouvement, vous êtes capable de deviner la présence de la planète. Donc, c'est comme ça que, en fait, les gens ont cherché des planètes, on va dire, il y a à peu près... Ça a commencé dans les années 20, à peu près 1920-1930, en essayant de voir le mouvement des planètes. Alors nous, avec Michel, dans les années 90, on cherchait pas à voir le mouvement, on cherchait à voir le changement du mouvement, c'est-à-dire la vitesse pour un physicien. Donc on cherchait à voir le changement de vitesse lié au fait qu'il y avait une planète qui est en orbite autour d'une étoile. Donc pour faire ça, on utilise un principe qui s'appelle l'effet Doppler, un peu ce que les radars de police utilisent pour mesurer la vitesse de votre voiture. Pour ce faire, il faut décomposer la lumière d'une étoile, faire ce qu'on appelle un spectre, créer un spectre. Donc toute une série d'étapes, toute une série d'équipements qu'il faut mettre en place. La difficulté, c'est que le mouvement est très très petit. Donc la physique du processus est relativement ancienne, ça date du milieu du 19e siècle. Par contre, la réalisation est relativement récente parce qu'il faut vraiment des moyens assez compliqués pour pouvoir réaliser la précision nécessaire pour détecter une planète. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a fait une nouvelle machine qui s'appelle Elodie, qui a été construite à l'Observatoire de Haute-Provence, qui avait cette capacité. On a commencé à observer des étoiles, une centaine d'étoiles, et puis tout d'un coup, une de ces étoiles, qui s'appelle 51 Pégase, elle a montré quelque chose d'un peu étrange. Et c'est quelque chose d'étrange, c'était la présence qu'il y avait une planète autour de cette étoile. Michael Gillon, vous avez effectué votre post-doctorat à l'Observatoire de Genève, sous la direction de Didier Queloz et Michel Mayor. Comment cette découverte a changé notre perception de l'univers ? Pour moi, déjà, au niveau personnel, c'est une des motivations, un des éléments clés de mon parcours professionnel, parce que je me suis toujours interrogé sur la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, et beaucoup de gens se posent cette question. Et le fait d'avoir une preuve que les planètes existent aussi autour des autres étoiles que le Soleil, ça a été un élément fondateur de la thématique de la recherche de vie ailleurs, qui a vraiment pris son essor avec cette découverte. C'était une équipe qui était à la pointe dans le domaine. Il n'y avait pas encore autant d'équipes à cette époque-là qui travaillaient sur les exoplanètes. Et moi, naturellement, après mes études scientifiques, je me suis focalisé sur ces exoplanètes, avec comme espoir de trouver des planètes pour lesquelles on pourrait éventuellement trouver des traces de vie, ce qu'on appelle les planètes potentiellement habitables, et les étudier en détail. Vous venez de le dire, on parle souvent de planètes potentiellement habitables. Qu'entend-on par là, exactement ? Alors, on cherche la vie ailleurs dans l'univers, mais vu que ces planètes, elles sont à des années-lumière, on est incapable d'envoyer des sondes, de vraiment faire des choses très, très sophistiquées, comme on pourrait le faire dans les planètes du système solaire. Ce qu'on va chercher, c'est l'eau liquide, en fait. Et donc, quand on parle de planète habitable, on parle d'une planète qui pourrait abriter de l'eau liquide à sa surface. Une planète rocheuse avec une atmosphère suffisante pour permettre à l'eau à une température qui convienne pour que l'eau soit sous forme liquide à sa surface, sachant que toutes les formes de vie sur Terre nécessitent l'eau liquide. Et à partir du moment où on a cette possibilité d'eau liquide, l'objectif, l'étape supplémentaire, ça va être d'étudier l'atmosphère de cette exoplanète et d'éventuellement chercher ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire des traces chimiques de vie. Alors Anne-Sophie Libert, on parle beaucoup de physique, d'astrophysique, d'astrobiologie, de biologie lorsqu'on parle de découverte d'exoplanètes. Vous êtes mathématicienne et vous avez orienté vos recherches dans le domaine de l'exoplanétologie. Pouvez-vous nous expliquer le rôle des mathématiques dans l'étude des exoplanètes ? Oui, effectivement, le lien n'est pas évident à première vue. Donc, comme Didier y a bien expliqué, actuellement, on ne sait pas détecter, on ne sait pas observer les exoplanètes directement. Donc, on les observe grâce à des méthodes indirectes, que ce soit en regardant la modification de la vitesse radiale des étoiles ou que ce soit grâce à une baisse de lumière lorsqu'on observe l'étoile. Et donc ces moyens-là nous permettent de savoir qu'il y a des exoplanètes, mais évidemment, on n'a pas accès à toute l'information. Il y a beaucoup d'informations qui sont encore cachées et donc des modèles mathématiques peuvent venir aider à résoudre ou à mieux comprendre les systèmes extrasolaires dans un second temps, où on essaye de trouver petit à petit les caractéristiques, les paramètres de ces exoplanètes qui sont manquants, notamment grâce à des études, par exemple, de stabilité, où on essaye d'imaginer des paramétrisations possibles de toutes les planètes qu'on détecte et on essaye de regarder sur le long terme si ces systèmes sont bien stables et ressemblent aux observations qu'on a à notre disposition. Didier Queloz, qu'est-ce que l'étude des systèmes exoplanétaires pourrait nous apprendre sur l'évolution de la vie au sein de notre propre système solaire, mais surtout dans l'univers de façon générale ? Là, vous posez vraiment une très très grosse question.
La question, on peut la simplifier encore plus. On pourrait simplement dire, mais en fait, on ne connaît même pas l'origine de la vie sur Terre. Donc, avant d'imaginer de la vie ailleurs, il faudrait aussi comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre. Et je pense que là, on est vraiment dans un des gros problèmes de la science de ce siècle, qui va probablement être résolu à la fin de ce siècle, de plusieurs manières différentes. Le premier problème que vous avez, c'est que pourquoi vous avez de la vie sur Terre? Pourquoi Vénus est comme elle est? Pourquoi Mars est comme elle est maintenant? C'est pas très clair. Vénus a exactement la même masse et la même taille que la Terre. Alors, elle est un peu plus proche. Pourquoi exactement elle est comme ça? Donc, il y a plein de questions assez fondamentales qui sont, pour l'instant, un grand mystère. Alors maintenant, évidemment, quand vous avez la même question, mais que vous posez à des milliers de fois, parce que vous avez des milliers de différentes planètes, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Par contre, ça permet aussi d'explorer toutes les conditions possibles et inimaginables. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que la vie existe dans l'univers, parce qu'on est là. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal comme point de départ. Maintenant, moi, en tant que physicien, j'ai tendance à très simplifier le problème et à me dire, si quelque part la vie existe ici, c'est qu'elle était quelque part prévue par les lois de la physique. Donc la loi de la physique permet de faire de la vie. Comme elle permet de faire des étoiles. Quand vous pensez à l'histoire de l'univers, au tout début, l'univers, c'est assez ennuyant quand il se crée. Vous avez du temps, de l'espace, puis vous avez de la masse cachée, on ne sait pas trop ce que c'est, puis vous avez beaucoup d'hydrogène, puis voilà, c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez pas de vie, vous n'avez rien à ce moment-là. À partir de là, les étoiles se forment. Plus tard, vous avez les galaxies, les étoiles transforment l'hydrogène et on crée tous les éléments de la chimie qui permettent de faire de la chimie. Mais là encore, vous n'avez pas vraiment de la chimie compliquée, parce que dans le froid cosmique, vous ne faites pas grand-chose, à part peut-être des chaînes un peu alcooliques, des choses assez simples. Pour faire vraiment de la chimie compliquée, il vous faut des planètes. Donc vous devez faire des planètes, et puis sur la surface des planètes, vous avez vraiment là une chimie complexe qui devient biochimie, qui se forme. Tout ça, c'est déjà dans les lois de l'univers au tout début. C'est déjà prévu, quelque part. C'est prévu au sens où c'est possible, et ça se réalise. Donc il y a l'idée de la réalisation possible de la vie qui est partout. Par contre, on ne connaît pas la recette encore. Donc c'est ça, en fait, la grosse question actuellement. Donc moi, à titre personnel, je pense qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Elle est présente partout parce qu'elle est dans les lois de l'univers, elle est là. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que la vie se développe, ça ne veut pas forcément dire que la vie sort des océans, ça ne veut pas forcément dire que si vous créez de la vie sur une planète, ça ne s'arrête pas. Vénus, par exemple, si je reviens dans le temps, 3 milliards d'années en arrière, peut-être qu'il y avait de la vie sur Vénus. Maintenant, je pense qu'il n'y en a plus. Ça m'étonnerait qu'il y en ait. Il y en a peut-être. Mars, peut-être, en a eu aussi, parce que le premier milliard d'années sur Mars était relativement semblable au premier milliard d'années sur la Terre, et on sait que la vie est apparue à ce moment-là sur Terre. Est-ce qu'il y a encore quelque chose maintenant, quelque part dans les sous-sols de Mars? Est-ce qu'il y a des traces de vie sur Mars? On n'en sait rien. Donc, c'est un sujet extraordinaire, et c'est un sujet maintenant qu'on peut aborder de manière relativement fraîche, parce qu'on a beaucoup de planètes, parce que la chimie a fait des progrès incroyables, et parce qu'on est en train d'explorer Mars. Anne-Sophie Libert, on parle justement d'aller, souvent, ce qui est mieux peut-être d'explorer des systèmes qui sont composés de plusieurs planètes. Y a-t-il une importance à connaître la dynamique des planètes entre elles dans un système multiplanétaire? Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est vraiment intéressant. Déjà, quand on étudie les systèmes extrasolaires, ça nous renvoie aussi à notre propre système solaire, qu'on pense avoir compris depuis des centaines d'années. Et plus on avance dans les investigations, et plus on se rend compte qu'on n'avait pas tout compris, ou en tout cas qu'il y a des choses qui nous ont échappé. On se rend compte, par exemple, qu'on prenne TRAPPIST-1, qui est par exemple un très très beau système, ou qu'on prenne la toute première détection de 51 Pégase B, il y avait plus d'interrogations, plus de surprises à leur découverte que de choses qui étaient attendues. 51 Pégase B, c'est une planète géante qui est vraiment très très proche de son étoile, avec une révolution de 4 jours. Donc c'est un Jupiter de notre système, mais qui est vraiment proche de l'étoile. Et point de vue de sa formation, c'était pas du tout attendu. Et donc, ça pose aussi des questions de savoir comment les planètes se sont formées et comment elles ont fait pour évoluer dynamiquement, de façon stable, pendant des millions d'années. Et donc, ce sont vraiment toutes des questions qui sont vraiment importantes, mais qui nous renvoient aussi à notre propre système. Pourquoi est-ce que le système solaire ne possède pas de Jupiter chaud? Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas explique justement que la vie est apparue et nous soyons là? Donc il y a vraiment une myriade de questions qui se cachent derrière toutes ces observations. TRAPPIST-1 est vraiment un système extraordinaire parce qu'il y a 7 planètes qui sont vraiment à des positions très spécifiques qui font que le système reste stable sur des milliards d'années, et c'était vraiment pas attendu. On ne s'attendait pas du tout à trouver autant de planètes dans un système aussi compact, mais ça veut dire aussi qu'on sait qu'une des manières de former ce système, c'est par migration planétaire. Donc on sait par exemple maintenant que la migration est importante. Et ça nous a
On a vraiment vu le problème différemment, puisque maintenant la migration planétaire est aussi réintroduite dans la formation du système solaire, et on voit vraiment tout différemment. Donc oui, formation et stabilité, c'est vraiment intéressant quand on prend le système dans son ensemble, et encore plus pour essayer de comprendre en quoi le système solaire est différent. Alors Mickaël, on en a parlé du fameux système TRAPPIST-1 qui a été découvert en 2017 par votre équipe. Un système qui suscite l'intérêt croissant, autant scientifique que de la population. On le compare un peu à notre système solaire et on a envie d'en apprendre plus. Est-ce que l'étude de ce système pourrait nous en apprendre plus sur le nôtre en fait ? Alors ce système est fascinant, mais il est totalement différent du nôtre. On parle d'une étoile déjà qui est totalement différente de la nôtre. C'est une toute petite étoile, 10 fois plus petite, plus de 10 fois moins massive que le Soleil. Elle émet essentiellement de la lumière infrarouge et non visible comme notre Soleil. Et les planètes qui sont là, les 7 planètes rocheuses, et on est sûr maintenant qu'elles sont rocheuses, on a des mesures très précises de leur masse, de leur rayon. Elles sont sur des orbites qui n'ont rien à voir avec les orbites qu'on retrouve dans le système solaire. Ce sont des orbites qui sont extrêmement rapprochées de l'étoile. Et comme Anne-Sophie l'a dit, ces planètes forment vraiment un système super compact. Et elles sont toujours en train d'interagir ensemble via la gravitation. C'est une sorte de danse à 8 corps en fait, qui se joue là et qui fait que ce système super compact est très stable. Et de plus, l'analogie avec le système solaire, c'est que quand on regarde la quantité de lumière reçue par seconde par ces planètes de leur étoile, si on prend la plus interne, ça ressemble assez entre Mercure et Vénus, disons. Ça ressemble un peu à la planète interne du système solaire. Il y en a qui sont dans la zone habitable, qui reçoivent une quantité de lumière par seconde qui correspondrait à la Terre. Il y en a qui sont encore plus loin, ça ressemble plutôt à l'irradiation de Cérès, qui est dans la ceinture d'astéroïdes. Mais l'analogie s'arrête là, parce que ces planètes, elles sont vraiment autour d'une étoile totalement différente. On sait qu'elle émet beaucoup de rayons X, de rayons UV. La lumière qu'elle envoie à ces étoiles est totalement différente. Comme je l'ai dit, c'est la lumière infrarouge essentiellement. Ces planètes aussi, elles sont en rotation synchrone, sans doute. C'est-à-dire elles montent toujours la même face à l'étoile. Et elles se sont sans doute formées de manière assez différente des planètes du système solaire. Elles se sont sans doute formées assez loin de l'étoile, enfin relativement loin, dans un environnement riche en glace, en éléments volatiles. Et puis elles ont migré proche de l'étoile. Donc elles pourraient avoir été à l'origine beaucoup plus riches en éléments volatiles, en eau, avoir une évolution complètement différente. On n'est pas du tout sûr qu'elles ont une atmosphère, parce que vu l'environnement dans lequel elles baignent, en termes de rayons X, de rayons UV, de particules chargées qu'elles reçoivent de leur étoile, il est tout à fait possible qu'une atmosphère ne soit pas stable autour de ces planètes. Et ça, c'est une très grande question auquel on veut apporter une réponse. On pourrait apporter une réponse prochainement, c'est est-ce que ces planètes autour de ces toutes petites étoiles peuvent avoir une atmosphère ? Et si c'était le cas, alors ça augmenterait fortement la possibilité que certaines d'entre elles puissent être habitables. Parce que pour avoir des conditions habitables à la surface, on a vraiment besoin d'une atmosphère. Et donc là, on a une question scientifique très importante, d'autant que ces petites étoiles, elles dominent complètement la population stellaire de la galaxie, de l'univers. En fait, la plupart des étoiles de notre univers sont dans ce genre-là, toutes petites par rapport au Soleil. Et on a une question auquel on peut répondre maintenant avec les moyens actuels, notamment avec le télescope spatial James Webb. On pourrait détecter des atmosphères autour de ces planètes. Et là, ce serait vraiment très important au niveau de la recherche de vie ailleurs, de notre perspective sur la possibilité que la vie ailleurs existe ailleurs dans l'univers, qu'elle soit assez fréquente. Si ces petites étoiles peuvent abriter des planètes qui ont des atmosphères, et donc peut-être des conditions habitables, alors ça augmente fortement la possibilité que la vie soit assez fréquente dans l'univers. Tout ça, cette possibilité surtout qu'on puisse détecter ces atmosphères, qu'on puisse détecter de la vie dans une deuxième phase, évidemment ça fascine le public, ça va au-delà de la communauté scientifique et c'est clair que c'est pas étonnant qu'on retrouve TRAPPIST-1 dans des romans de science-fiction, dans des jeux vidéo, dans des BD, parce que voilà, c'est un système emblématique pour lequel on pourra avoir des réponses très importantes via l'observation. Didier Queloz, on vient d'en parler du système TRAPPIST-1. En fait, depuis la découverte en 1995, plus de 5000 exoplanètes ont été découvertes. Qu'est-ce que ces découvertes peuvent encore nous apprendre ? Et en fait, ma question, c'est surtout, pourquoi on ne se focaliserait pas sur certaines plutôt que d'autres ? Qu'est-ce que ça peut encore nous apprendre d'en découvrir encore des centaines et des milliers ? Bon, d'abord, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on a complètement changé notre perception de la structure des systèmes planétaires. La raison est relativement simple, c'est qu'on a réalisé que le système planétaire qui est le nôtre n'était pas du tout un système commun dans l'univers. Alors, on ne sait pas s'il est très rare, ou s'il est juste rare, ou s'il est peu fréquent, mais
on est sûr qu'il n'est pas commun. Donc, on va dire qu'au cours de ces 30 dernières années, ces 5000 systèmes, ce n'est pas tellement le nombre qui compte, mais on a réalisé que l'ensemble des systèmes que l'on détecte dans la galaxie, ils ressemblent plus à TRAPPIST. On parlait de TRAPPIST, ou quelque chose qui ressemble à peu près à TRAPPIST. C'est des systèmes compacts, très proches de leur étoile, faits de petites planètes. Alors, pas forcément des rocheuses, mais ça peut être aussi des planètes comme Neptune, mais on est vraiment dans des systèmes qui, en gros, si vous imaginez le système solaire, se trouveraient à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc nous, on a un système qui est complètement démesuré en taille par rapport à ces systèmes. Et ça, c'est vraiment les systèmes les plus communs. C'est plus de la moitié ou peut-être même le 80%. On n'est pas exactement d'accord sur les chiffres, mais on est tous à fait d'accord que c'est un système très commun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a ces systèmes un peu extrêmes, comme 51 PEG, c'est Jupiter chaud, qui représentent des situations qui posent un problème pour la formation planétaire. En gros, on se dit comment on peut former un monstre pareil aussi près de son étoile, et surtout comment il peut rester. Parce qu'on se dit, oui, alors si on l'approche, mais alors comment on l'arrête, après comment on le freine. Donc, voilà. Donc ça pose des questions sur la mécanique de la formation des systèmes, comme Anne-Sophie l'avait mentionné. Et c'est vrai qu'on se dit, on voit tout le temps un système, quelque chose de relativement organisé, comme un peu un grand carrousel. Mais en fait, c'est un carrousel, mais qui a une mécanique qui est complètement dysfonctionnelle, parce qu'elle peut changer à tout moment. Il y a un déséquilibre qui est inné dans les lois de la gravité, qui fait que le système n'est pas forcément un système qui va rester comme il est. Il peut évoluer. Puis après, le troisième élément, c'est qu'on n'a malheureusement pas encore trouvé un système exactement comme le système solaire, avec une Terre, par exemple, autour d'une étoile comme le Soleil, qui prendrait une année pour orbiter autour de son étoile. On ne l'a pas trouvé parce que, malheureusement, on n'est pas capable de les trouver. Alors, c'est assez intéressant parce que quand vous imaginez que depuis 30 ans, on est un peu obsessif à trouver des planètes et on en trouve beaucoup, mais on a tout trouvé sauf quelque chose comme le système solaire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une révolution au sens de la compréhension de notre position dans l'univers. On est un peu comme une sorte une extension de la révolution copernicienne où là, on ne se pose pas la question de l'orbite de la Terre par rapport à l'orbite du Soleil, mais on se pose la question de la structure complète de notre système par rapport à l'ensemble des systèmes de l'univers. Donc, on ne peut plus se voir comme un système standard. On est un système spécial. C'est peut-être pour ça qu'on a de la vie aussi, parce qu'on est un système un peu spécial en termes de structure. Donc ça, c'est ce qu'on a appris au cours des 30 dernières années. Donc le fait qu'il y ait 10 000, 100 000 étoiles de plus, ça ne change pas grand-chose sur cette conclusion. Par contre, il y a quand même beaucoup de planètes qu'on a complètement ratées. Et celles-là, on a envie de les trouver. Donc on a effectivement envie de trouver des planètes qui n'ont jamais été observées, comme par exemple une planète comme la Terre. Puis en plus de ça, trouver des planètes, c'est bien joli, mais si on trouve des planètes mais on ne sait pas ce que c'est, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je dirais maintenant, l'obsession est plutôt de se poser la question, OK, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces planètes? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur mécanisme de formation? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur structure? Michael parlait de TRAPPIST, c'est un très bon exemple où actuellement la question de la possibilité d'une atmosphère, c'est une question centrale. Pourquoi? Parce qu'une atmosphère d'une planète rocheuse, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est-à-dire que vous avez une atmosphère au moment de votre formation. Cette atmosphère, elle va évoluer parce que vous avez l'étoile qui est proche, qui peut enlever l'atmosphère. Vous avez aussi la structure elle-même de la planète. On a des volcans sur Terre. Qu'est-ce qu'ils font, les volcans? Ils rejettent du gaz. Donc, on appelle ça du outgassing, pour utiliser un terme anglais, qui va sans arrêt rééquilibrer l'atmosphère que vous avez dans la planète et celle que vous avez à l'intérieur. C'est un des problèmes qu'on a maintenant, parce que nous, on fait aussi du outgassing en prenant le CO2 puis en le mettant dans l'atmosphère, et c'est le réchauffement global qu'on est en train de faire. Donc, la planète fait sans arrêt ça, il y a une sorte d'équilibrage, et elle évolue au cours de son évolution, et on peut avoir des situations où on fait Vénus, par exemple, parce que Vénus a un système très différent de régulation de son CO2, il a aussi des volcans, mais il n'y a pas de tectonique de plaques. Donc, toutes ces questions sur la structure, l'équilibrage des atmosphères, en fait, on ne connaît rien. Donc là, il y a vraiment l'essentiel de l'activité actuellement, qui est essayer de se dire, bon, trouvons des planètes que l'on n'a pas trouvées, trouvons des planètes que l'on peut étudier avec beaucoup de détails, et en particulier étudier leur structure, leur évolution, et puis la structure vraiment de détail de chacune des surfaces de ces planètes, et éventuellement leur atmosphère. Et puis évidemment, la grande question, comme ça a été mentionné, est-ce qu'on peut dire quelque chose s'il y a de la vie sur ces planètes? Et c'est vraiment là que ça se passe. Alors, moi je dirais, si on pose la question, combien il y a de planètes dans la galaxie, vous comptez les étoiles, puis vous multipliez par 2, 3, vous avez probablement le nombre de planètes de la galaxie, parce que c'est probablement ce qui se passe. La formation planétaire est quelque chose d'inné, d'acquis. Quand vous formez une étoile, vous formez des planètes. C'est très rare de se débarrasser des planètes. Maintenant, quel genre de planète, quelle masse, à quelle distance? Ça, c'est une bonne question. Et là, on est très très loin d'avoir résolu ce problème, qui est en fait un problème de notre position au sein de l'univers.
Donc la quête de vie ailleurs ne va pas s'arrêter demain. On va continuer à essayer de trouver des exoplanètes et trouver d'autres systèmes pour essayer peut-être de mieux comprendre le nôtre. Anne-Sophie Libert, vous faites partie quand même de la petite communauté belge qui étudie le spatial. C'est quoi votre rêve pour demain ? Je pense qu'on a la découverte des systèmes extrasolaires donc nous a permis, de savoir que on n'était pas unique, qu'il y en avait d'autres, mais surtout ça nous a permis de savoir que ce qu'on observe pour l'instant, les systèmes qu'on observe pour le moment sont différents du nôtre. Et donc on est peut-être un cas particulier, en tout cas on n'est pas la règle générale, ça c'est certain, mais ça veut dire que quand on compare, on a beaucoup de surprises, notamment les premières découvertes. Les orbites des premières planètes étaient excentriques. Donc certaines planètes, parmi celles qu'on connaît, ont des orbites qui sont non circulaires, mais plutôt sur une forme d'ellipse. Donc ça, c'était une vraie surprise. Et maintenant, peut-être le futur challenge qui reste un petit peu à percer et qui n'est pas possible pour le moment à cause des méthodes de détection, puisqu'elles ont leurs limites, c'est de savoir si toutes les orbites dans les différents systèmes extrasolaires sont vraiment dans le même plan, ou est-ce qu'il y a un certain pourcentage qui reste à déterminer, ça peut être très très faible, ça peut être 5%, ou c'est peut-être beaucoup plus que ce qu'on imagine, de planètes qui seraient avec des orbites qui sont mutuellement inclinées. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des mondes en 3 dimensions ? Parce que ça changerait complètement notre manière de voir la formation planétaire, et ça aurait beaucoup d'impact, évidemment, sur les formes de vie, en sachant que le problème en tant que tel de la vie est vraiment un problème qui est à prendre avec énormément de recul. Il y a tout ce qu'on a déjà évoqué, il y a l'atmosphère, etc., mais il y a aussi des critères dynamiques sur lesquels on n'est peut-être pas encore vraiment décidé. Donc quand on prend le système solaire, par exemple, est-ce que la présence de la Lune a favorisé vraiment l'apparition de la vie, puisque ça a stabilisé l'axe de rotation de la Terre ? De quelle manière Jupiter a vraiment été important dans notre évolution, puisqu'il a, d'une certaine manière, joué le rôle d'un bouclier qui nous a empêchés d'avoir peut-être beaucoup de petits corps qui ont impacté la Terre et qui ont aidé aussi pour la vie. Donc il faut imaginer que c'est vraiment un problème dans la totalité, et que je pense que oui, pour les dizaines d'années à venir, ou même les centaines d'années à venir, il y a énormément de questions et il y a plein de challenges à relever. Et j'aurais hâte de découvrir tout ça. Encore de nombreuses réponses à trouver. Michael Gillon, on imagine bien que l'étude plus intensive de TRAPPIST-1 par le télescope James Webb va certainement apporter de nouvelles données. On a déjà des choses qui arrivent dont on peut parler ? Il y a eu, pour les 2 planètes internes, il y a eu une mesure du flux, c'est-à-dire de la quantité de lumière émise à une certaine longueur d'onde par un des instruments de James Webb pour la phase jour de ces planètes. C'est basé sur la méthode des transits, en fait des éclipses. Donc quand une planète passe devant son étoile, elle cache une petite partie de l'étoile. Et donc on va avoir une chute de brillance qu'on peut mesurer. Et ici, on fait l'inverse, en fait. On attend que la planète passe derrière son étoile. On appelle ça une occultation planétaire. Et alors, sa petite contribution à la lumière totale du système, à la luminosité totale du système, va disparaître pendant qu'elle passe derrière son étoile. Et si on est suffisamment précis, et là, pour ce genre de planète, on a vraiment besoin d'un télescope spatial aussi performant que James Webb, alors on peut détecter cette petite partie de lumière qui disparaît, c'est l'émission de la planète. Je pense qu'ils vont avoir des réponses pour B et C, pour les 2 planètes internes, en termes de présence d'atmosphère ou non, qui vont tomber dans les 6 mois, 1 an à venir. Pour les autres, il va falloir être un peu plus patient, parce que pour cela, on doit utiliser une autre méthode. On doit observer la planète quand elle passe devant l'étoile, et il y a une petite quantité de la lumière émise dans notre direction qui est filtrée par l'atmosphère. On a des effets qui viennent de l'étoile qui nous embêtent. On les avait sous-estimés jusqu'ici, et là, on se rend compte qu'ils sont vraiment très embêtants. Donc, il va falloir accumuler beaucoup de données. Donc, moi, comme je vois les choses, disons dans le cas optimiste, si on montre qu'il y a une atmosphère sur les 2 internes, alors on aura beaucoup plus facile d'avoir le temps énorme dont on a besoin pour étudier ces planètes externes et éventuellement étudier leur possible atmosphère. Toutes les planètes vont être étudiées ? Toutes vont être étudiées. Maintenant, évidemment, nous, on aimerait bien que ce soit un rythme soutenu, mais on est en compétition avec beaucoup d'autres astronomes qui demandent du temps sur le télescope de James Webb, qui est le seul qui peut le faire. Il y a énormément d'exoplanètes à étudier, il y a énormément d'objets dans l'univers à étudier. Les réponses, elles vont tomber à un moment ou à un autre, mais il faut juste être patient. Didier Queloz, on parle d'échelles de temps très longues. Le temps est long en astrophysique, ne fût-ce que pour recevoir les données, pour trouver des planètes. Il y a 30 ans, on découvrait la première exoplanète. À votre avis, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on aura découvert ? Alors moi, je trouve que le temps, il passe vite. Je ne suis pas sûr que c'est très long. Je pense que c'est incroyablement rapide. Quand on pense au progrès
de la science ces 50 dernières années, c'est juste spectaculaire et ça va encore s'accélérer. Donc je crois que pas du tout. Je crois que c'est tout à fait le contraire. Je pense que ça va extrêmement vite. Évidemment, Michael est très, très impatient. C'est pour ça que pour lui, 1 année, 2 ans, c'est très court. Mais tout ça est extrêmement court. Quand on pense à l'évolution de la science, quand on pense qu'il a fallu attendre quasiment 400 ans depuis Newton pour qu'on arrive à avoir maintenant ce niveau de connaissance sur les planètes, quand on regarde ce qui s'est passé ces 50 dernières années, ou même peut-être ces 100 dernières années, où on a maintenant une compréhension de la structure de l'atome, la mécanique quantique. Non, le temps de la science est extrêmement rapide. Et d'ailleurs, c'est un problème. C'est un problème parce que je pense qu'on a une difficulté maintenant en tant que scientifique à la communiquer. La science devient très compliquée, domine complètement nos sociétés de plein de manières différentes et il y a une sorte de peur de la science, de la connaissance. Et on trouve ces réactions irrationnelles pour un scientifique où les gens s'opposent à des choses complètement qui n'ont aucun sens pour nous. Le Covid l'a bien montré, ceci dit. Non, je pense que la science va très vite. Je pense que c'est très difficile de faire des pronostics en science. Quand vous êtes à la limite de la connaissance, vous êtes vraiment à la limite de la connaissance, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'en savez rien. Donc, moi, je dis toujours, peut-être demain, peut-être aujourd'hui, quelqu'un est en train d'écrire un papier qui m'explique l'origine de la vie sur Terre. Mais peut-être ça va se passer dans 50 ans. Ce qui est sûr, c'est que les progrès que l'on fait sont absolument extraordinaires. Et là, on a le web. Le web, c'est presque maintenant déjà un instrument ancien, parce qu'on parle déjà de la prochaine génération qui va aller faire des images de planètes, ce qui va permettre de faire beaucoup plus de choses. Le web est très frustrant, comme l'a dit Michael. On ne peut observer que certaines planètes à certains moments, dans des configurations très spéciales. Moi, ce que je veux, c'est prendre un télescope, faire une image. Moi, je veux la voir, cette planète. Je veux la voir tourner, je veux voir des continents, c'est ça que je veux voir. Et ça, on en parle. C'est pas quelque chose qui est déraisonnable. Ça va se passer. Ça va se passer dans 50, dans 100 ans. La technologie, elle est pas complètement là, mais on n'est pas très loin de pouvoir le faire. On construit aujourd'hui le plus grand télescope du monde au milieu du désert de l'Atacama. Il fait 42 mètres le miroir. Et là, vous allez encore pouvoir faire quelque chose. Donc la science va extrêmement vite et l'appétit pour la connaissance, il est juste irrésistible. Et vous avez une communauté énorme et un énorme engouement pour simplement la connaissance. Et évidemment, l'impact de cette connaissance se diffuse dans la société avec des échelles de temps, dans certains cas très rapides. Quand vous parlez les ordinateurs quantiques, les AI, vous parlez des nouveaux outils génétiques. Mais dans certains cas, ça prend plus de temps parce que c'est des connaissances plus profondes, comme les lois de la relativité générale. Hein. Je dis toujours Einstein, il y a 100 ans, pour des raisons esthétiques, il a lié le temps et l'espace. Ben maintenant, on est bien content parce que quand on cherche le supermarché, on tape sur notre GPS et puis il nous dit où c'est. Ben ça, c'est grâce aux équations d'Einstein, il y a 100 ans. Évidemment, il n'a pas pensé qu'on allait faire un GPS à l'époque, mais voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, non, le temps va très, très vite. Et puis, quand vous commencez à avancer dans l'âge, vous avez l'impression que le temps va trop vite. En tout cas, merci à tous les trois pour votre participation à cette émission. Merci. Merci. Avec plaisir. Vous écoutiez un épisode du podcast Réflexion, une série proposée par le service de communication de l'Université de Liège. Vous avez une remarque ou une suggestion ? N'hésitez pas à nous contacter en envoyant un email à l'adresse diffusion@uliege.be. Retrouvez l'ensemble des podcasts de l'Université de Liège sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les plateformes habituelles. À bientôt!